Bonjour tout le monde, je suis Samuel Lopez Pinheiro, je parle du Brésil, je suis professeur temporaire d'un institut fédéral qui s'appelle IFAR. Je suis très heureuse d'être avec vous dans la Biennale internationale Éducation, Formation, Pratique professionnelle. Le titre de notre travail aujourd'hui, c'est La nature, troisième part trop souvent oubliée dans la construction d'un être humain. Et cet texte est réalisé avec les partenariats du professeur Florent Pasquier de l'Université Sorbonne et aussi Jean-Claude Régnier de l'Université Lyon 2. Dans la problématique de notre propre construction humaine, avec dans le monde, ces derniers termes est trop souvent réduit aux seules dimensions de deux mondes, le monde physique ou psychologique intérieur en tant que sujet individuel et le monde social ou nous pouvons dire sociétal immédiat en tant que sujet membre de divers collectifs. Mais c'est façon un troisième monde est alors oublié, pourtant essentiel au développement de deux précédentes qui ne sauront se construire sans lui, le monde de la nature. Les mots clés de notre travail sont la construction humaine, l'éducation environnementale, nature, et la transdisciplinarité. Dans la première partie, le titre c'est Contribution de Pierre Veil à une vision holistique de la nature. Pierre Veil, c'était un éducateur français qui avait travaillé au Brésil dans la construction aussi de la Université holistique de la paix. Il élabore une matrice holopoétique pour mettre en synergie les plans de la matière, l'information et la vie. La nature, dans sa dimension environnementale, prend une part essentielle dans cette approche. L'information, la matière, la vie, générant et s'incarnant dans trois champs interreliés qui sont, dans la terminologie d'éveil, l'individu, la société et la nature. Et chaque champ est un composé d'autres trois aspects que nous pouvons autrefois dire, la vie, l'information et la matière. Total de 9 domaines qui nous permettent une investigation scientifique aussi. Ici, nous avons la roue des sciences et des disciplines. Ces 9 domaines d'études de base se sont progressivement spécialisés pour aboutir au XXe siècle à plus de 2000 disciplines académiques selon les études de la transdisciplinarité aussi. Au regard de ces nombres imposants, on peut se demander comment il est encore possible d'agir dans et sur le monde lorsque les experts eux-mêmes savent presque tout sur presque rien. Pour une vision du monde, il manque une connaissance transversale qui nous aide à unir ces domaines-là.
dans une approche qu'on pouvons dire intégrale. Et pour essayer ça, Pierre Weil parle dans son cadre théorique de mettre en relation ces domaines. Il mentionne aussi d'autres concepts qui nous aident à faire cet lien, comme les concepts et les fantasmes de, de la séparativité qui nous rappelle sur cette séparation entre l'individu et la société ou entre l'individu et la nature et d'autres concepts comme des normoses. Ici, nous avons comme la rue de la destruction, mais que nous pouvons lier après avec la rue de la transformation qui vise à appliquer les vertus et les valeurs humanistiques comme la coopération, la justice, la redistribution comme un exercice des 9 domaines. Dans la deuxième partie de notre travail, nous avons cette idée d'aller au-delà de cette idée de holisme, le circuit relationnel proposé par la prise en considération de la complexité. Nous considérons que la matrice holopoétique proposée par Pierre Weil est très pertinente d'un point de vue pédagogique dans le sens où elle nous offre une prise en compte holistique et même systémique des interrelations entre l'individu, la société et la nature. Cependant, nous notons que l'aspect holon du grec complète l'aspect autos, la poiesis, production, ayant lieu à trois dans la partie et dans le tout. On peut dire qu'un système autopoétique est à la fois produit et producteur et finit par fonctionner dans une circularité créatrice et à partir et avec le tout. Edgar Morin, les théories, l'épistémologue de la complexité parle dans le livre La nature de la nature. Il explique que l'épistémologie de la complexité se situe dans cette recherche de dépassement du réductionnisme et de l'holisme, car ces deux courants pouvant être simplificateurs dans leur compréhension du vivant. Pour Edgar Morin, plus qu'une résonance mutuelle interrelationnelle qui est liée l'explication des parties à celle de toutes et vice-versa, est en fait une invitation à une description et une explication récursive. Cela signifie qu'aucune ces deux termes, partie et toute, n'est réduisible à l'autre. Et ceci nous rappelle que tout n'est pas simplement la somme des parties du fait de leur interrelation. La notion de nature seule nous ramène à l'idée d'un être matriciel, source de vie, vivant en soi. Cette idée est poétiquement profonde, mais encore scientifiquement difficile de mettre en œuvre.
Il faut complexifier ça. Et pour ce faire, nous avons ici la peinture de Francisco de Goya, Duelo a garrotazos, que Michel Serres, dans son livre Les contracts naturels, propose cette illustration euh, qui sont deux individus se battant avec leur bâton au milieu d'un terrain. Goya les met en scène, chacun faisant tout son possible pour tenter d'obtenir la victoire sur son adversaire. Nous, étrangers et spectateurs, pouvons soutenir l'un ou l'autre. Nous pouvons parier si nous le souhaitons qui va gagner, qui sortira vaincu. Pourtant, à chaque mouvement exécuté à la force des bras, le sol tremblant cédait un peu plus à chaque fois. Malgré cela, chaque combattant ne pense qu'à lui-même et ne remarque pas que son corps est lentement aspiré par la boue. Cette allégorie nous montre la nature fragile de l'être humain en une époque où la nature était menaçante et possédait une grande force vitale. Et aussi bien les protagonistes que nous, observateurs extérieurs, ne pouvions rien faire face à la force de cette nature, sinon nous battre entre nous comme si le monde n'existait pas ou ne faisait pas partie de notre réalité. Oui. Et dans la troisième partie, le titre, c'est l'éducation environnementale pour parachever une construction de l'être humain grâce à la nature. Alors que les questions environnementales deviennent de plus en plus complexes, les défis épistémologiques et méthodologiques qui s'ouvrent dans les domaines scientifiques augmentant également compte tenu de la nécessité de construire un savoir qui réponde et s'engage dans cette sens de l'anthropocène, par exemple. En ce sens, l'intrigation de divers domaines d'études pour comprendre la question environnementale devient impérative dans les questions éducatives. Depuis son origine, dans les années 60, l'éducation environnementale prend une importance croissante contre-culturelle en dénonçant les limites de la croissance sans fin opérée par la logique capitaliste. L'éducation environnementale en tant que champ de connaissances s'inscrit donc entre autres en cette possibilité de, de mettre en évidence cette relation entre l'individu, la société et la nature. Pour nous et pour d'autres auteurs comme Regotta, l'éducation environnementale est aussi une éducation politique, car elle vise à préparer les individus à la citoyenneté et à d'autres relations avec eux-mêmes et avec le monde.
il s'agit d'une éducation basée sur la recherche d'une éthique et d'une autogestion des relations sociales et en lien avec la nature, un contenu de formation souvent oublié et qui peut être abordé par les approches transdisciplinaires et transversales dans les pratiques éducatives. Nous connaissons maintenant l'importance vitale de notre lien à la nature, oublié trop souvent des savoirs et des dispositifs éducatifs habituels. L'éducation environnementale, dans ce sens, est fondamentale pour apporter et renforcer une dynamique globale entre praxis et recherche, pour approfondir la relation de non-dualité entre sujet et objet. Cela implique une ouverture à une compréhension multidimensionnelle de le sujet. Pour conclure, nous pouvons dire que l'une des ouvertures possibles de notre travail sera de réfléchir aux moyens de promouvoir une éducation environnementale mieux intégrée aux curricula et dispositifs éducatifs dans une approche globale, ce qui permettrait aux individus de développer une relation plus harmonieuse avec la nature, y compris la nature humaine. Cela pourrait passer par des modalités éducatives intégrant systématiquement des expériences pratiques, un milieu naturel, des partenariats avec des organisations environnementales pour des projets de formation, de sensibilisation, ou encore en menant une réflexion critique sur les paradigmes éducatifs actuels pour les adapter à l'ère, cette période de l'Anthropocène. Voilà, c'est ça. Nous avons ici les références, comme Régnier, James Lovelock, Maturana. Il y a des références du Brésil, de France aussi, Edgar Morin, Lucie Sauvé de l'éducation environnementale, Pierre Weick, que nous avons parlé aussi. Merci beaucoup pour votre attention.